Bonjour et mille fois merci de m'avoir invité. Je représente un tout petit pays, c'est comme une région en France et oui, nous sommes que 5 800 000 au Danemark. J'ai commencé ma carrière dans le domaine de santé, sortie de Sciences Po en Suède, où j'ai appris que les Suédois avaient une manière de travailler qui était développée par les ingénieurs d'une manière très systématique de faire des plans, des stratégies, mais aussi de passer à l'action. Et en revenant au Danemark, j'ai travaillé, oui, pour aussi la science de santé nationale. Je suis devenue très frustrée parce que j'avais plus envie d'envoyer des nouveaux guidelines, des papiers, faire des campagnes, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de changement. Alors, je suis passée à travailler avec les médecins généralistes, avec les hôpitaux, mais aussi j'ai été le chef de la prévention dans la municipalité de Copenhague. Et maintenant, j'utilise ma vie à rencontrer des délégations de partout au monde. Et je voudrais dire que l'an dernier, on a reçu 60 délégations internationales et peut-être un seul qui était intéressé de prévention. Mais ça commence, je pense. Et j'ai eu l'honneur de recevoir Graf au mois de mai. Et ça a été très intéressant. Et je suis aussi... je sors de la pratique, je ne suis pas de la recherche. Mais... je trouve que c'est la première fois que j'entends un pays dire qu'il y a un appel à une révolution au domaine de la prévention, et peut-être j'ai des pistes à vous donner. Oui, je veux faire une introduction très courte de notre système de santé, parce que là, il y a une précision d'une loi qui a été intéressante en 2007, qui a donné de la direction de là où on est avec la prévention aujourd'hui. Et puis, je vais vous donner quelques exemples et pas beaucoup de chiffres. Et je veux dire aussi honnêtement que au niveau de tabac, vous êtes plus fort que nous en ce moment. Alors, je n'ai rien à vous apprendre, mais il y a d'autres choses que je peux vous apprendre. Oui, et juste pour vous dire, Healthcare Denmark est un partenariat public-privé et nous allons aussi beaucoup à l'extérieur parce qu'on sait que, comme un petit pays, on est obligé d'être ouvert et de savoir qu'est-ce qui se passe au monde pour pouvoir aussi nous développer nous-mêmes. On fait des white papers sur différents thèmes. On n'a pas fait sur la prévention encore, mais on va le faire. Ça, c'est le Danemark. Et juste pour vous dire qu'en 2007, on a eu des hommes politiques courageux qui ont décidé de fermer 14 départements, et ils ont fait 5 régions qui ont la responsabilité des hôpitaux et des médecins généralistes. Les médecins généralistes sont libéraux, mais ils sont gérés par les régions. Au lieu d'avoir 300 presque municipalités, aujourd'hui, on a 98. Et ce qui est intéressant pour cette conférence est qu'à ce moment-là, on a dit que la responsabilité de santé de la population, les initiatives de prévention et de rééducation étaient la responsabilité maintenant des municipalités. Une municipalité au Danemark est en moyenne 50 000 habitants. Et ça, c'est parce qu'on avait besoin de créer des milieux de professionnels. On ne peut pas travailler avec un secteur primaire sans avoir des milieux de professionnels. En même temps, on a aussi éduqué beaucoup de monde. Et je ne sais pas, aussi en France, vous avez la formation qui s'appelle santé de population. C'est une formation de 5 ans où on apprend les méthodes de recherche, mais aussi de travailler avec la prévention en pratique. Et aujourd'hui, les municipalités sont pleines des compétences des gens qui ont appris à faire de la recherche, aussi tant que de faire de la pratique. Oui, je suis là. Oui, d'accord.
Ce qui est arrivé aussi en 2007, c'est qu'on a donné un rôle consultatif aux régions. Mais on a dit que c'est les municipalités qui s'occupent de faire des offres de prévention et de promotion de la santé. Et comment on a fait ça? Oui, malheureusement, je n'ai pas emmené des photos, mais si vous voyez aujourd'hui un hôpital moderne au Danemark, où en 81, on avait 128 hôpitaux, aujourd'hui, on a un peu plus que 40. Et on continue de fermer. On va finir avec, des hommes politiques disent 21, je pense 25 hôpitaux. Avec des urgences et une population de 300 000. Mais dehors des hôpitaux aujourd'hui, il y a souvent des vieux hôpitaux qui sont maintenant des centres de prévention. Et pour vous dire honnêtement, au début, en 2001, et même avant, quand j'ai travaillé avec beaucoup de municipalités au nord du Danemark, les citoyens n'étaient pas contents qu'on enlève un hôpital et on leur donne un centre de prévention. Ça a donné des contestations. On a aussi jeté des tomates et des œufs envers les hommes politiques au Danemark. Mais aujourd'hui, ces centres de prévention, avec des compétences, parfois de médecins généralistes, parfois non, mais une multitude de professionnels fonctionnent. On peut avoir une offre gratuite de s'arrêter de fumer, on peut aller avoir des conseils de changer de mode de vie. Il y a plein de groupes de patients avec des maladies chroniques. On travaille en ce moment, et chez moi-même, j'ai mené un grand projet où on rend ces centres de prévention digitale. Ça veut dire que ce n'est pas parce que j'habite dans une municipalité que je ne peux pas parler avec une professionnelle d'une autre municipalité. Et je pense que c'est un des succès de notre réforme, c'est d'avoir précisé les responsabilités et la division des tâches dans le domaine de prévention. Oui, et puis... je ne veux pas utiliser longtemps à ça. Ce matin, on a beaucoup parlé de déterminants sociaux, de santé, de tous les politiques, mais de dire que oui, on a été très inspiré par Ottawa, par Marmot au Danemark, et quand j'ai été le chef de la prévention dans la municipalité de Copenhague, qui a 1 million de citoyens, c'était exactement ce modèle qu'on a utilisé pour faire des politiques de santé. Et j'ai eu le plaisir d'aller parler avec, dans une municipalité de Copenhague, il y a un maire qui est le chef maire, et puis il y a 7 maires. Et c'est pas facile de devoir faire une politique intersectorielle. Ça exige que nous qui venons de la prévention, étudier pendant des semaines leur stratégie dans un domaine d'éducation, leur manière de parler. On était très prudents de savoir, oui, si on est maire pour l'éducation, ce n'est pas pour faire de la santé. Alors, on a eu des objectifs en commun et on a fait une politique, et ça continue dans les grandes villes, de faire une politique intersectorielle. Mais évidemment, ça oblige que le maire en chef est très, très sûr de vouloir avoir un succès. Parce que sinon, si on n'est pas mesuré sur les résultats de prévention, il ne se passe rien. Mais il faut aussi dire que si vous savez, beaucoup d'entre vous ont été au Danemark, nous sommes un pays, par exemple, qui utilise le vélo. On n'a pas autant de problèmes de voiture que vous avez. Moi-même, j'ai 8 km pour aller au travail, et quand il y a de la neige, je vais au travail en vélo. Il s'agit de vêtements, il s'agit d'être bien habillé, et on a des pistes cyclables. Alors, si moi je devais
négocier avec l'environnement. Oui, c'était pour faire encore plus de pistes cyclables, parce qu'on ne peut pas apprendre aux enfants d'aller en vélo à 6 ans à l'école s'ils risquent d'être tués et écrasés par une voiture. On a aussi dû dresser les parents à dire il faut laisser les enfants marcher à pied à l'école. Ce n'est pas la peine que vous les emmenez si l'école est prête. Ils peuvent marcher en groupe, ensemble, mais c'était aussi nécessaire de dire à l'environnement, aujourd'hui on a des parcs. Dans les parcs, il y a beaucoup d'endroits pour les enfants pour jouer, pour faire de la gymnastique, mais pour les adultes et pour les vieux, il n'y a rien. Alors on travaille aussi de cette manière, juste pour vous donner des exemples. Et ça, si vous voyez aujourd'hui dans les municipalités au Danemark, il se passe vraiment beaucoup de choses, mais il nous reste un problème, et c'est qu'il y a encore la différence entre les municipalités, qu'il n'y a pas de standards de minimum. Et ça, c'est la nouvelle chose qu'on voudrait, et je ne sais pas si les hommes politiques l'osent, parce que les maires décident encore. Et là, c'est juste pour vous dire que en ce moment, on discute au Danemark, est-ce qu'on doit faire une nouvelle réforme? Et certains d'entre nous le craignent, mais on dit que cet triangle, on a des accords de santé qui constituent un outil éprouvé pour créer un parcours patient cohérent. Tous les 4 ans, on négocie et on fait dans une région, avec ces municipalités, 22 municipalités, on a un accord de santé. C'est un accord de santé qui est aussi au niveau politique. Et ça, c'est pour le traitement des malades chroniques, qu'on est sûr de comment aussi on s'occupe des personnes âgées, de la prévention. Et aujourd'hui, on discute, est-ce qu'on peut le faire encore mieux que de devoir faire des accords tous les 4 ans. Il y a beaucoup de rumeurs au Danemark en ce moment. Certains disent que les hommes politiques voudront fermer les régions. On ne l'espère pas, mais on verra. Ça va être annoncé, on pense, après Noël. Oui, et puis je veux juste mentionner le paradoxe de Geoffrey Rose, que vous connaissez. C'est aussi ce paradoxe que, oui, l'État restreint les possibilités d'action des citoyens dans le but de bénéficier relativement peu, et que, oui, il faut être sûr d'utiliser, comme vous avez dit aujourd'hui, différentes approches, high risk, et aussi la stratégie de population de santé, et changer les conditions. Mais je pense aussi que la liberté personnelle n'est pas une taille absolue, et que dans les pays scandinaves, on ose de dire qu'il faut faire des obligations, qu'il y a des choses qui est nécessaire de faire. Mais il y a besoin d'un effort stratégique qui est systématique et, comme vous dites, evidence-based. Et là, oui, juste pour dire que dans les années 90 et jusqu'en 2010, on a eu des stratégies nationales, santé pour tous. Tous les gouvernements, l'un après l'autre, l'ont fait. Aujourd'hui, on a uniquement les 5 régions qui, avec tous les acteurs dans le domaine, ont fait une stratégie en 2017 qui est aussi santé de toute la vie. Mais, et comme vous dites, venez de dire, oui, il y a particulièrement un focus sur les enfants et les jeunes, car les habitudes et les modes de vie sont précoces. Et il faut dire que dans ma vie professionnelle, je trouve que c'est 10 fois plus facile de garder les jeunes non-fumeurs que de les enlever après. Et c'est ce chemin qu'il faut prendre. Au Danemark, vous savez, nous avons tous cet numéro social qui fait qu'on a des avantages, parce que depuis des années, on a pu suivre notre population. Et
En 2010, quand j'étais à la Science nationale, on avait des profils de santé des différents départements. Et je n'ai jamais, avant ou après, eu une bataille pareille parce que les chercheurs voulaient continuer de faire leur propre profil de santé. Mais on avait décidé que ça devait être national. Et ça a pris 6 mois. On a eu des meetings où les gens voulaient plus parler, plus dire bonjour. Mais aujourd'hui, c'est un outil utile pour les hommes politiques, mais aussi pour organiser les efforts nationaux. Et je pense que dans aucun d'autre pays, il y a des données représentatives collectées au niveau national avec la possibilité de comparer un large ensemble d'indicateurs de la santé pour toutes les régions et municipalités. En 2017, il y avait 180 000 de réponses de ce profil de santé qu'on fait tous les 4 ans. Et ça nous montre aussi les défis que vous avez aussi, les défis de tabac, les défis de l'alcool. On a parlé hier sur le fait que les Scandinaves boivent vraiment trop. Et vous voyez que oui, de 2000 à 2014, on a eu une diminution du nombre d'adultes, comme des chiffres nationaux, à 17%. Mais il faut aussi que je vous dise qu'en ce moment, on voit que les jeunes recommencent à fumer au Danemark, même qu'on a fait tout cet effort. Alors c'est très frustrant et ça fait peur. Et là aussi, je vous montre un chiffre de 2014. Vous voyez que l'alcool au Danemark est aussi un problème énorme. Ce n'est pas l'alcool de la vie quotidienne, mais c'est vraiment l'alcool de week-end, de fête, qui est une mauvaise excuse de dire des Vikings qui ont appris à ajouter aussi le vin. Et comme j'ai dit hier, quand on invite quelqu'un au Danemark, on ne met pas le vin comme ça dans un verre, non, on le remplisse et on continue. Et on trouve même dans certains milieux encore qu'il faut apprendre aux jeunes de boire. Et que c'est tout à fait normal que si on a un enfant de 15 ans, qu'il revienne totalement ivre à la maison. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à changer. Et quand vous parlez des hommes politiques, il faut aussi que je vous dise, je pense aussi que autant chez les hommes politiques que chez les personnels de santé, il y a quelque chose dans la prévention. Et ça que si on se sent attaqué, les hommes politiques au Danemark, certains d'entre eux, ils ont aussi des problèmes d'alcool. Alors c'est difficile à discuter. Et ils sont élus pour 4 ans. Si on vote pour avoir un hôpital, on ne vote pas pour avoir une meilleure prévention. C'est comme ça. On voudrait un traitement. Non. Et puis, je veux juste mentionner, je l'ai dit hier aussi, que je trouve vraiment qu'on sait beaucoup de choses sur les causes et les effets des facteurs de risque. Mais ce qu'on a vu aussi dans le pays scandinave, c'est qu'il nous manque beaucoup de connaissances sur cette politique de santé intersectorielle et comment est-ce qu'on travaille dans une organisation coopérative. Et la recherche qui se produisent maintenant dans nos pays, c'est aussi de la recherche dans le domaine de sciences politiques pour savoir comment on fait une organisation intéressante et qui fonctionne et qui donne des effets. Et là, je trouve que c'est intéressant qu'au niveau de recherche, on a des chercheurs qui ont quand même aussi des connaissances de collaborer avec les municipalités et l'inverse. Et on a besoin de pouvoir avoir un dialogue entre les niveaux de recherche qui est parfois très loin de ce qui se passe en pratique.
Oui, je passe vite là pour vous dire, je sais qu'en France, vous avez aussi eu les infirmières visiteuses dans les écoles depuis longtemps. Là, c'est 19 109 où on avait les premiers employés dans les écoles à Copenhague. On les appelait tantes d'époux. Et en 1937, il y avait une loi qui donnait des visites à domicile à toutes les nourrissons. Et ça, je trouve, c'est vraiment quelque chose qui est très, très utile. Parce que ces visites, tout le monde a ces visites 3 fois par an quand on a des enfants et on discute aussi la prévention. Et en 96, on a fait une nouvelle loi où on a aussi mis une attention particulière aux enfants ou aux jeunes vulnérables. Et ce système qui fonctionne bien dans les écoles, mais comme en France, j'ai entendu, il y a aussi moins de médecins dans les écoles. On a des infirmières, mais ils travaillent vraiment préventive avec le reste des professionnels d'un système. Maintenant, je passe à ce que peut-être vous intéresse plus, parce que vous êtes les directeurs des hôpitaux. Ce que je voulais dire, c'est que le médecin généraliste au Danemark est la personne clé dans notre système de santé. Et 9 sur 10 malades sont gérés par les médecins généralistes. Ça veut dire qu'on ne passe pas aux urgences pour rien du tout. On téléphone. Les médecins généralistes sont de garde. On travaille avec un rôle, après la réforme en 2007, que les médecins généralistes doivent être proactifs dans le domaine de prévention. C'est peut-être pas eux, mais aussi leurs infirmières, leur personnel de clinique. On essaye de faire des cliniques avec plusieurs médecins généralistes. C'est eux qui doivent aussi envoyer leurs patients aux offres des municipalités. Et cette collaboration entre les médecins généralistes et les centres de prévention qui se trouvent dans toutes les municipalités peuvent être qu'améliorés. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des visites préventives pour toute personne plus que 80 ans. Avant, c'était 75. Et j'aurais espéré que ça continue. Ça veut dire qu'une infirmière qui est éduquée va parler aux personnes. Et c'est là aussi où ça devient intéressant de dire que la société civile joue un grand rôle au Danemark. 40% des Danois sont bénévoles. Et on est assez précis de dire que, par exemple, la solitude, quand on parle de santé mentale, c'est peut-être pas le job ou la responsabilité du public, mais il faut investir dans une collaboration avec les organisations bénévoles. C'est aussi un fait que les fondations jouent un rôle beaucoup plus grand dans notre système de santé. Que quand j'ai travaillé pour la science de santé nationale, on était plus que 60 personnes qui travaillent avec la prévention. Malheureusement, aujourd'hui, on est 25 là-bas. Mais ça veut dire que beaucoup de mes anciens collègues, ils sont passés aux fondations. Et c'est eux qui gèrent, c'est eux qui ont une influence sur la société. Et quand vous parlez des hôpitaux, c'est très très simple, à mon avis, de dire que ça ne prend pas beaucoup de minutes qu'un spécialiste demande à son patient s'il fume ou s'il boit. Et c'est très simple aussi d'exiger qu'avant une opération, on n'a pas le droit de fumer 6 semaines, sinon on ne va pas être opéré. En Suède, ils le font. Au Danemark, on le recommande, mais on n'est pas aussi dur que les Suédois. On dit aussi qu'il faut s'arrêter de boire 1 mois avant une opération. Et c'est peut-être pas le temps du grand spécialiste de parler longtemps, mais il a des infirmières, il a des gens à côté de lui. Il peut
ce qui est important, c'est que c'est le médecin qui a la crédibilité. Alors, il peut lui dire au patient, je voudrais que vous allez parler 5 minutes, 10 minutes avec ma infirmière. Et c'est ça qu'on travaille. Et les municipalités, ils sont formés pour motiver les gens, pour travailler avec toutes les différentes théories qu'on a sur le changement de mode de vie. Je n'ai pas beaucoup de temps. Juste pour vous dire qu'en 2007, on a commencé de faire des guidelines, des forfaits dans tous les domaines de facteurs de risque. Et c'est produit pour les municipalités et pour le tabac, pour l'activité physique, pour la santé mentale, pour l'obésité. Et je pense que ces guidelines, ils ont été un succès. Ils ont été un succès, mais uniquement parce que l'organisation de municipalités nationales a aussi fait un centre de compétences qui sont allés partout enseigner les professionnels. Et ces guidelines, oui, on le refait tout le temps. Et maintenant, on peut espérer peut-être que les prochains vont être encore plus durs. Parce que là, on a toutes les bonnes évidences. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il faut faire, mais on peut choisir. Et il y a certaines choses, à mon avis, qu'on ne doit pas choisir. Je vais finir par vous dire qu'au Danemark aussi, on a une plateforme qui s'appelle Santé des cas, où il y a un accès pour tous les citoyens de plus que 15 ans. Et là, on a la possibilité d'avoir des données et des exemples de l'offre de santé de sa municipalité, mais on a aussi la possibilité d'avoir accès à ça qui s'appelle le livre de patients, où on a toutes les informations possibles sur la prévention. Et dans un pays de 5 800 000, il y a presque 2 millions de Danois qui l'utilisent. Et évidemment, c'est fait par des médecins et c'est une plateforme qui est vraiment une bonne idée et qui fonctionne très très bien. Oui, là, vous pouvez juste choisir. Et cette plateforme est aussi mobile maintenant. Oui, je pense que je vais passer. Je vais juste finir par vous dire que oui, la société publique ne peut pas travailler ensemble. Pour ça, en ce moment, nous sommes en train avec la firme qui s'appelle Novo Nordisk, on est en train de créer des centres dans toutes les 5 régions qui s'occupent aussi de la prévention. Et ça, c'est évidemment pour aborder les facteurs de risque de diabète, que vous savez, oui, que la prévalence mondiale augmente, qu'aujourd'hui, on a 2 milliards de personnes au monde en surpoids ou en obésité. Et on sait que les villes, de plus en plus de Danois habitent aussi dans les villes, que les villes ne sont pas construites, même au Danemark, pour la bonne vie. Même qu'on a des pistes cyclables, il faut faire encore plus. Et cette collaboration d'une firme internationale qui vit de vendre des médicaments montre aussi qu'eux, ils ont compris qu'ils sont obligés à investir. Et je sais qu'ils sont maintenant dans 17 villes et il paraît qu'on est en train de trouver une ville française. Je ne sais pas si on a réussi encore, mais en tout cas, on le trouve intéressant. La dernière chose que je veux mentionner est aussi que, comme en Angleterre, National Health Service, ils voient aussi qu'aujourd'hui, le système de santé est confronté sur le fait que beaucoup de patients ont lu encore plus que le médecin sur leur maladie. Mais il y a tellement de différentes applications, 50 000 d'applications en Apple, il y a 150 000 d'applications Android, avec des conseils, et pas toujours des conseils evidence-based. Et là, on essaye au Danemark maintenant de voir si on peut trouver une manière d'avoir des critères d'évaluation pour qu'on accepte ces apps. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour pouvoir
rencontrer le futur. C'est quelques exemples, je le fais en vitesse, mais merci de votre attention. Vous aviez une dernière diapo, je pense. Mais... Oui, peut-être, je veux le faire. Oui, de vous dire juste que je trouve que vraiment cette loi a fait le changement au Danemark au niveau de prévention, et la prévention est une réponse. Mais je pense aussi que, oui, que c'est très très important de dire qu'on ne peut pas créer la prévention d'un système de santé, que de faire cette politique de santé de tous est le plus important, et d'augmenter aussi les compétences et d'être, comment on dit ça, d'être sûr que peut-être on ne peut pas exiger un système de santé qui vive de traiter, de aussi faire de la prévention. On peut être moteur et être le système qui prend l'initiative, mais il faut vraiment le faire ensemble avec tous les secteurs d'une société. Merci.